Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode des Legality Times. Un sujet aujourd'hui qui peut paraître à la fois très simple et très compliqué, et qui est à la fois très simple et très compliqué. Un sujet qui se pose, contrairement à ce qu'on peut penser, dans l'immense majorité des cas d'investissement immobilier à l'étranger. Loin étant l'image de l'investisseur qui achète un bien à l'étranger parce qu'il est nanti, parce qu'il a de gros moyens et parce que c'est en réalité son quatrième ou cinquième investissement, que c'est forcément une maison au bas mot 1,5 million d'euros et que c'est déjà son deuxième investissement dans le pays en question parce qu'il le connaît. Il faut savoir que, bon, je n'ai pas la statistique exacte en tête, mais dans pratiquement les 2/3 des cas d'achat immobilier en Espagne par un acquéreur français ou francophone ou résident ou ressortissant de l'Union européenne, il s'agit d'un primo-accédant, pas primo-accédant en Espagne, pas seulement primo-accédant en Espagne, primo-accédant tout court. Et il s'agit de quelqu'un qui va être sur une tranche d'âge située entre 30 et 35 ans, parfois un petit peu plus. Enfin, la moyenne, encore il n'y a pas de moyenne établie, mais la moyenne d'âge ici chez Trébuchet Lawyers, c'est 34 ans. On s'est amusé à faire une statistique. Et la plupart du temps, il a besoin d'un prêt. Il part avec 20% de fonds propres, grand maximum, et il a besoin d'un prêt. Le jeune actif qui va acheter parce qu'il a reçu un héritage ou qui va acheter parce il était déjà propriétaire et puis qui vend une propriété, il était déjà propriétaire dans son pays d'origine et qui vend cette propriété, ou bien parce qu'il a reçu une propriété en héritage qu'il a vendue et qu'il achète avec le produit de la vente, ou bien parce que c'est tout simplement un golden boy qui a très bien réussi et qui investit, on va dire, pas pour la première fois, et qui investit pour se construire un parc locatif, c'est la minorité des cas. La plupart du temps, bon, c'est vrai à Barcelone, c'est vrai dans le reste de l'Espagne aussi, mais enfin c'est particulièrement vrai à Barcelone. La plupart du temps, il s'agit d'un jeune couple ou il s'agit d'un jeune actif qui achète sa résidence principale parce qu'il en a marre de payer un loyer, il en a marre de verser des revenus qui sont morts et il fait acquisition de sa résidence principale. Sachant que c'est souvent la première fois qu'il achète. Encore une fois, première question, dans l'immense majorité des cas, donc il réside à Barcelone, en Espagne, il travaille en Espagne, son employeur est ici, ou bon, c'est un travailleur détaché, ou il y a plusieurs possibilités, mais enfin la plupart du temps, il a déjà sa vie sociale bien ancrée ici, il achète, qu'est-ce qui lui manque? La solvabilité. Alors, allez dire, trouver un prêt, se faire accorder un prêt dans une banque espagnole quand on est français, c'est une gageure. Eh bien non, pas du tout. Ça l'était peut-être autrefois, ça l'est de moins en moins, et ça bientôt ça ne le sera même plus du tout. Vous allez me dire, acheter un bien en Espagne quand vous êtes résident en France et prendre un prêt hypothécaire en Espagne, ça n'est pas possible. Eh bien si, ça l'est. Ça l'est parce que longtemps, il est vrai que les banques espagnoles, comme les banques françaises, accordaient un prêt aux résidents de l'État en question.
En matière de crédit à la consommation, une directive du 23 avril 2008 est venue réguler la chose de façon à ce que chaque ressortissant de l'Union européenne puisse, d'États membres de l'Union européenne puisse, sans discrimination, contracter un prêt à la consommation dans n'importe quel établissement bancaire ayant son siège dans l'Union européenne. En matière de prêt hypothécaire, c'est le silence. Parce que le prêt hypothécaire, par définition, que l'on contracte dans le but de faire acquisition d'un bien immobilier, avec garantie hypothécaire, nature hypothécaire sur ce bien immobilier, par définition, ne rentre pas dans ce champ d'étude. On est hors, on est bien dans le droit de la protection du consommateur, puisque quand vous contractez un prêt, vous êtes le client de la banque auprès de laquelle vous contractez ce prêt, donc on est bien dans le cadre de la protection du consommateur, mais enfin, on est déjà, c'est déjà l'ovni de la norme aussi bien nationale que communautaire. En réalité, c'est le bon vouloir de chaque banque, qui la plupart du temps, c'est vrai, vont être réticentes à concéder un prêt si vous n'êtes pas vous-même résident dans ce pays-là. Ici, vous avez une exception, c'est que le prêt est garanti sur le bien que vous acquérez. Donc, ce qui se passe, c'est que, en cas de défaut de paiement, la banque se réserve le droit de saisir le bien au titre d'une garantie, au titre d'une sûreté qui sera inscrite au registre de la propriété. Elle se réserve le droit de saisir ce bien et de le mettre aux enchères et de se payer dessus. Et croyez-moi, au bout du 3e impayé, elle ne se prive pas de le faire. En réalité, il est beaucoup plus facile, lorsque vous achetez en Espagne, de contracter un prêt auprès d'une banque espagnole qui va se garantir sur le bien présent en Espagne, même si vous n'êtes pas résident en Espagne, si vous êtes en résident dans un autre État membre de l'Union européenne, la France par exemple, ou la Belgique par exemple, il est beaucoup plus facile de partir sur ce terrain-là que de demander, vous Français, résidents en France, un prêt, en France, à votre banque française, au titre d'un achat à réaliser à l'étranger, et demander à cette banque de se garantir sur le bien présent à l'étranger. Déjà que c'est jamais de gaieté de cœur que la banque qui, souffrant d'un impayé, va aller saisir ce bien de façon à le mettre aux enchères. Une banque n'est pas une agence immobilière, hein. Déjà que c'est jamais une mince affaire. Alors imaginez-vous, si en plus elle doit aller à l'étranger, chercher ce bien, se plonger dans des lois qu'elle ne connaît pas, aller mettre aux enchères ce bien par des canaux qu'elle ne maîtrise pas, ça ne rassure pas. Donc la plupart du temps, votre banque française vous fera un prêt, oui, pour acheter en Espagne si vous le voulez, mais elle le fera à condition d'une garantie hypothécaire qui soit octroyée au titre d'un bien en France. Alors bien évidemment, quand on est primo-accédant, soit vous avez de très gentils parents vous avez un très gentil cautionnaire qui accepte de prendre le risque que son bien soit hypothéqué, c'est-à-dire hypothéqué au sens, on va dire, bancaire du terme, c'est-à-dire qu'il soit grevé d'une sûreté au bénéfice de la banque et que cette sûreté qu'il soit possible de lever cette hypothèque, donc de mettre en œuvre cette sûreté si vous-même ne payez pas. Bon, la philanthropie a ses limites. Soit, effectivement, il vous faudra vous tourner vers le marché espagnol. Alors, ce ne sont pas toutes les banques, et loin de là, qui prêtent à des résidents qui ne sont pas résidents en Espagne. Sachez par contre qu'à partir du moment où vous êtes résident en Espagne, quelle que soit votre nationalité, sauf si c'est une nationalité qui fait l'objet d'un embargo CDE, FATCA, US, etc. Je pense à la nationalité iranienne par exemple.
Mais quelle que soit votre nationalité, pour le coup, UE ou non UE, à partir du moment où vous êtes résident en Espagne, la banque ne doit faire aucune espèce de discrimination. Et encore moins si vous êtes résident UE. On est d'accord. Donc, vous êtes résident, a priori, il n'y a pas de souci. Vous allez passer par les services d'un courtier de prêt, oui ou non, c'est pas une obligation, loin de là. J'en connais un qui est potable, à titre personnel, les autres, ouais. Bon, on va pas polémiquer ni épiloguer sur le sujet, mais enfin, vous passer par un courtier, ou bien, autre possibilité, démarcher une à une chacune des banques. Et faire vous-même votre étude comparative du meilleur taux et le meilleur taux. Attention, sachant que le meilleur taux n'est pas forcément le taux le plus bas. On est bien d'accord. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il faut voir quel volume de fonds propres est-ce que on vous demande. Il faut voir la nature de la garantie hypothécaire. Il faut voir s'il s'agit d'un taux TAEG fixe ou variable. Bien évidemment qu'il vaut mieux toujours opter pour un taux fixe. La crise des subprimes, je rappelle que la directive du 23 avril 2008 est entrée en vigueur en plein contexte de la crise des subprimes. Donc on a vu les très gros dégâts que pouvaient engendrer les taux fixes, les taux variables. Donc il est toujours et de très loin préférable d'opter pour un taux fixe. Vous n'êtes pas résident, le chemin sera sans doute plus long et plus tortueux. Bon. Ma déontologie m'interdit de donner des noms ici parce que ça ferait de la publicité, mais il y a effectivement des établissements qui prêtent beaucoup plus facilement à des non-résidents en Espagne, pourvu encore une fois qu'ils soient résidents dans l'Union européenne, plutôt que d'autres. Certains pour avancer, il faut toujours prendre des risques, on est d'accord. Et certains ont accepté d'en prendre en disant nantissement, la garantie hypothécaire sur le bien à acquérir suffit, et d'autres exigent des garanties additionnelles. En réalité, c'est du cas par cas. On peut toujours saisir l'organisme FinTech de la Commission européenne si on considère qu'on a été, si on considère qu'on est objet d'une discrimination. La vérité, c'est que si une banque ne veut pas vous faire confiance, eh ben vous passez chemin, vous passez à un autre établissement, etc., etc. Dans le cas où vous n'êtes pas résident, peut-être que, on va dire, le sens des services d'un courtier de prêt, donc ça trouvera peut-être plus son rôle à jouer, ou sera sûrement plus important, enfin plus de sens d'engager un courtier à ce moment-là que si vous êtes résident. D'abord parce que vous n'êtes pas sur place, même si encore une fois l'avocat qui vous conseille vous accompagne, mais d'abord parce que vous n'êtes pas sur place, et ensuite parce que moi vous savez à quoi en tenir, je veux dire vous balayez assez vite les banques qui d'entrée vous ferment la porte, et il y en a encore. Voilà. L'apport fonds propres. On vous conseille toujours de ne pas vous mettre tous vos œufs dans le même panier. Ne mettez pas toute votre épargne. Vous payez un peu plus cher en taux et préférez un 10% d'apport de fonds propres plutôt qu'un 20 si le 20 doit vous saigner au cas de veine. On est d'accord. Le taux. La course au meilleur taux est une fausse bonne idée. Une fausse bonne idée parce que il est parfois préférable d'avoir un taux un peu plus élevé avec une banque qui ne jouera pas les requins côté commercial et ne vous obligera pas à prendre tout un tas de produits. En plus du contrat de prêt, le produit assurance sur le prêt, ça, il est obligatoire, ça vous n'y coupez pas. Le produit donc assurance à payer, en principe, il est facultatif. D'autres banques vous demandent de le prendre, il est facultatif. Sachez qu'on ne peut jamais exiger de vous
que vous preniez soit un produit d'assurance vie à titre personnel, soit une assurance habitation d'entrée pour le bien à acquérir auprès de cette banque-là. Certaines le font, c'est illégal. Donc la seule chose qu'on puisse vous demander, c'est de garantir à minima ce prêt que vous prenez, si vous venez à décéder, si vous venez à perdre votre emploi, si vous renouvelez d'ABC, à capacité permanente, etc. Là, c'est normal. Le reste, on ne peut rien le reste, on ne peut pas vous l'exiger. Encore une fois, c'est la banque qui juge, c'est la banque qui décide à qui elle octroie ses prêts, hein, comme le chantait Brassens, sa majesté financière garde son or ou ne garde pas son or. Voilà, bon, c'est comme cela. Mais encore une fois, il est capital de penser que la primo-accession, qui, dans l'immense majorité des cas, passe par l'octroi d'un prêt, cette primo-accession en Espagne est réalisée la plupart du temps par des acquéreurs qui mettent sur la table moins de 10% de fonds propres. Donc ça fait un endettement qui est assez conséquent, hein, et qui souvent s'étale sur une longue période. Attention, ne prenez jamais un crédit à la légère. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Dans l'immense majorité des cas, au bout de 3 impayés, la banque n'a même pas besoin de saisir un juge. Elle fait constater les trois impayés par l'état de l'administration de justicia, qui est l'équivalent du greffier en chef de la juridiction civile. Elle se fait remettre un certificat. Avec ce certificat, elle fait ce certificat et l'inscription de sa garantie au registre de la propriété. Au registre de la propriété, on a vu que c'était l'un des deux éléments qui seraient chez nous serait le cadastre. Enfin, en tout cas, c'est l'équivalent des services de cadastre à la mairie. Et à partir de là, elle peut tout de suite réclamer, non pas seulement l'impayé, l'intégralité du prêt restant à rembourser. Elle peut vous mettre en demeure de régler l'intégralité du prêt. Et si ce n'est pas fait, elle peut là pour le coup saisir un juge pour faire mettre en adjudication, sans autre forme de procès, votre bien, avec la garantie hypothécaire dont elle dispose. Alors faites très attention, parce que là, dans ce cas-là, vous perdez tout. Le bien mis aux enchères, il est même pas vendu, il est bradé. Il est bradé souvent à un peu moins de la moitié de son prix, parfois le tiers. Parfois, ça n'est même pas suffisant pour couvrir toute la dette. Sachant une chose, c'est que lorsqu'il y a des impayés, c'est rarement en fin de prêt, hein. C'est souvent en début. Donc, la banque va vous réclamer l'intégralité de ce que vous n'aurez pas payé, et pour cela, elle va se faire un plaisir de vous saisir, et jusqu'au bout. Alors, c'est d'autant plus dramatique quand ça se passe en début de prêt, parce que là, vous avez tout perdu. Mais ça l'est aussi, bien sûr, ça l'est de toute façon à toutes étapes, ça l'est également enfin, parce que là, vous avez perdu non seulement votre bien, même si la somme qui reste affectée au remboursement de l'impayé reste moindre, mais vous avez perdu votre amortissement, vos taux, de toute façon, dans tous les cas, vous avez tout perdu. Sachant que si par malheur vous avez comme ça une accumulation d'impayés et que la banque réclame la mise aux enchères du bien, que le bien part aux enchères, à ce moment-là, vous avez une publication au BOE, Boletín Oficial del Estado, et vous avez une période de 20 jours qui s'ouvre, de façon à ce que le bien soit proposé aux enchères par les différents canaux,
Internet notamment, mais pas que, journaux, etc. Et récupérer donc donc avec une mise à prix qui est évidemment très très en deçà du prix du prix de valeur réel, et récupérer la meilleure offre. Plus de francs au bout de 20 jours. Sachant que dans cette période de 20 jours, vous pouvez toujours tout arrêter en consignant l'intégralité de votre dette auprès du tribunal qui a ordonné la mise en adjudication, avec en plus les frais de justice de la partie adverse, donc de la banque, et les intérêts de retard. Et bien évidemment, il est conseillé de jamais en arriver là. Pour le bien de tous. Voilà, je vous retrouve bientôt, donc la semaine suivante, pour un nouveau feuilleton, cette fois-ci consacré à la résidence fiscale et à l'expatriation et à l'impatriation. Voilà, à tout bientôt.